vous remercie pour l'invitation à présenter ces conférences sur le thème Bible et sciences. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, à titre personnel, je suis chrétien. Je suis aussi dans le domaine de la recherche scientifique. Et Bible et sciences, ce sont deux thèmes qui sont éminemment importants à étudier, à confronter. Et sur ces différentes conférences, eh bien, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter différents points. Donc, cette première conférence, le titre c'est « Un déluge mondial a bien eu lieu. Comment une approche scientifique documentée confirme le récit biblique ». Donc, je suis professeur de physiologie à la faculté de médecine de Nancy. Et à côté, je suis aussi chercheur en biomécanique de la marche humaine. Donc je m'oriente dans la mécanique, la physique, la mécanique liée à l'homme, à la biologie. Et donc ce sont des points dans lesquels j'ai une expertise. Donc j'ai été vraiment interpellé, il y a déjà beaucoup d'années, par le travail de Walbrone. Donc Walbrone a travaillé sur différents points concernant eh bien, la science et la Bible. Et il a un site que vous voyez ici, c'est creationscience.com, où tout son travail est accessible librement, gratuitement. Bon, c'est en anglais, ça c'est le point limitant. Donc Walbrone a fait un doctorat en génie mécanique. Ensuite, il a été colonel à l'US Air Force et chef de département de sciences et technologies de l'école de l'armée de l'air. Il était évolutionniste et ensuite il a été convaincu de la validité scientifique de la création et d'une inondation mondiale. Et donc je vais vous présenter ce qu'il a appelé la théorie des hydroplaques, c'est-à-dire qu'il y a une présence d'eau sous la croûte terrestre, ça c'est le postulat, et tout le reste peut s'expliquer très facilement par les lois physiques et géologiques que nous connaissons. Donc, vous voyez ici, il y a une couche d'eau souterraine représentée. Au-dessus, il y a une couche de granit, la croûte terrestre. Et puis, avant le déluge, eh bien, il y avait déjà des mers anciennes et puis une terre avec des montagnes moyennement élevées. Alors, que dit la Bible concernant les eaux souterraines? Eh bien, quand on relit dans Genèse, il est dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Voici la traduction que nous avons dans notre Bible habituellement. Et donc, la conséquence est de dire que il y a le ciel, notre ciel, l'atmosphère, qui est cette étendue, avec donc de l'eau au-dessus de l'atmosphère. Et donc, il y a cette théorie en disant il y a une couche d'eau ou de vapeur en haut de l'atmosphère, sauf que d'un point de vue tout à fait physique, eh bien, si par exemple il y a une couche de 13 mètres d'eau, ou bien l'équivalent en vapeur, eh bien ça va doubler la pression atmosphérique en oxygène, en azote, et cette pression élevée eh bien, interdirait toute vie sur la Terre. Donc ça c'est juste un point, mais il y a beaucoup d'autres points sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais qui ne valident pas en quelque sorte cette théorie selon laquelle il y a une couche d'eau au-dessus de notre ciel, de l'atmosphère, ou même un peu plus loin. Donc, quand on relit ces versets, eh bien, le mot « étendu » est en fait, pour ce mot-là, c'est le mot « rakia » en hébreu qui est utilisé, et le mot « rakia » veut dire « solide, pressé ». Et ça donnait d'ailleurs le terme « firmament », quelque chose de ferme, un firmament. Et quand on comprend qu'il y a un solide pressé qui a été formé eh bien, en séparant les eaux du dessus avec les eaux du dessous, eh bien, cela peut correspondre tout à fait à une couche intermédiaire. Donc ici, la croûte, une couche qui correspond à un solide pressé,
séparant les eaux du dessous des eaux du dessus, avec donc les eaux de surface qui recouvraient à ce moment-là toute la terre. Avec cette interprétation, qu'en est-il du dernier verset ici? Et Dieu appela l'étendue ciel. Eh bien, le terme et va aussi dans le sens de dire aussi. Aussi, Dieu appela étendue ciel. Et en ayant cette lecture-là, eh bien, on peut comprendre que le terme étendu est utilisé 3 fois juste avant. Ensuite, il est dit aussi Dieu appela étendue ciel. Et à chaque fois que le terme étendu est utilisé ensuite, il est précisé étendue des cieux. Étendue des cieux. Et à ce moment-là, l'étendue des cieux, lorsque c'est associé, ça correspond au ciel, à l'espace. Tandis que quand le terme étendu est utilisé seul, comme juste avant, eh bien, ça correspond à ce solide pressé qui sépare les eaux d'en haut des eaux du dessous. Avec cette lecture, qu'on peut tout à fait faire avec l'hébreu, eh bien, ça devient clair, dans le sens où il y a une couche, avec une couche souterraine, sous la croûte de granit. Alors, que dit la parole? Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Dieu appela le sec terre, et appela l'amas des eaux mer. Donc, si on reprend la croûte, eh bien, après, des mouvements se font, entre le 2e et le 3e jour, avec apparition eh bien, de la terre sèche. Donc là, c'est de façon relativement symbolique, en fait, schématique, où on voit cette ondulation avec, d'un côté, un appui sur le fond, sous forme de piliers, de colonnes, et de l'autre côté, eh bien, une partie qui va être émergée. Donc la terre sèche va apparaître. Et donc là, on a cette terre sèche qui est au-dessus de la couche de granit, avec des mers anciennes qui sont d'un côté. D'autres passages de la Bible qui en parlent, dans 2 Pierre 3, 5, il y eut une terre qui, du milieu de l'eau, et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Donc là, ça va très bien avec le fait qu'il y a cette terre qui est du milieu de l'eau, et ensuite qui va surgir et apparaître en surface. Dans le psaume 24, c'est lui qui l'a fondée en parlant de la terre sur les mers, c'est-à-dire qu'il y a des mers en dessous, des eaux souterraines sous la terre. Psaume 136, celui qui a fait les cieux avec intelligence, ça correspond au premier jour, celui qui a étendu la terre sur les eaux, là encore, ça va dans le sens d'eau souterraine. D'autre part, il y a ces structures en piliers que vous voyez. Eh bien, la parole parle aussi de structures en piliers, donc là c'est une représentation, c'est de colonnes en quelque sorte, ça ressemble un peu à ça, mais de façon beaucoup plus grande, bien entendu, et étendue. Eh bien, la parole parle aussi de ce point-là, en disant, par exemple dans le psaume 75, « Moi, j'affermis ces colonnes », en parlant de la terre. Psaume 104, « Il a établi la terre sur ses fondements ». Job 38, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ?» Donc ça pourrait tout à fait correspondre à ces piliers, ces colonnes sur lesquelles la terre s'appuie, alors que tout autour, il y a des eaux souterraines. Donc la parole de Dieu parle qu'à un moment donné, Dieu va décider que la fin de toute chair, étant donné la méchanceté qu'il y a sur la terre, et dans Genèse 6, il est dit « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Donc Dieu va s'adresser à Noé, et puis Noé va construire une arche, et à un moment donné, eh bien, le déluge va venir. Qu'est-ce que veut dire déluge? Eh bien, déluge, ça veut dire inondation. Donc, maintenant, on parle de pluie diluvienne dans le sens de pluie violente, importante, mais dans la Bible, on voit le terme de déluge comme étant une inondation, et correspondant à une inondation mondiale, c'est-à-dire sur toute la surface de la Terre, et qui va donc conduire à détruire les êtres vivants sur la Terre.
Vous reconnaissez ce crack là? Donc là, c'est pour faire une introduction à un autre point, c'est la notion de rupture, de pression et par-dessous. Il y a une pression qui va venir et c'est ce dont je vais vous parler. Donc ça correspond à cette première phase qui va conduire au début. Dans Genèse 7, la porte de l'arche est fermée. C'est Dieu qui a fermé cette porte d'ailleurs. Et une fois que les animaux qui ont été appelés par Dieu, en quelque sorte, vont venir dans cette arche, rentrer dans cette arche, ensuite il est dit, toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Dans Job, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Vous voyez, en fait, ces eaux souterraines qui vont sortir, jaillir. Il va y avoir comme une phase de rupture de la croûte terrestre. Et donc, ça ressemble à ça de façon imagée. Bien sûr, on n'était pas là à ce moment-là, mais on voit les traces de ce qui a pu se passer. Et donc, voici un petit peu, imaginez, donc depuis le bas, une pression qui augmente, ça va commencer à fissurer, et brutalement, un peu comme un habit, un manteau qu'on déchire, eh bien, ça va provoquer une sortie d'eau sous très haute pression. Donc c'est une eau qui a une pression, une température très très élevée, qui le met dans un état super critique, et donc qui emmagasine beaucoup d'énergie. Et en gros, c'est un petit peu comme un bouchon de champagne, ça va à un moment donné eh bien, faire sortir l'eau de façon importante. Et on peut le voir sur ici cette figure à côté, imagée, eh bien, avec aussi des pierres qui vont être propulsées. Et puis ensuite, eh bien, comme on peut le voir dans cette animation, il va y avoir une érosion qui va durer un certain temps. Mais au début, ça commence par une rupture importante. Et donc voilà ce que dit la Bible. Le lit des eaux apparut, les fondements des eaux furent découverts. Par ailleurs, dans Proverbe, c'est par ta science que les abîmes se sont ouverts. Donc c'est un moment que Dieu a décidé. Ceci dit, il y a quand même un support qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. C'est notamment les mouvements, donc depuis la chute d'Adam jusqu'au déluge, et bien les mouvements de la Lune qui, par son attraction, va faire des mouvements avec les marées de pression, puis ensuite relâchement, pression-relâchement, avec au niveau des piliers, et bien finalement des compressions qui vont amener à chauffer, à augmenter la pression dans l'eau qui va atteindre un niveau d'énergie très important. Et à un moment donné, ça va craquer depuis le dessous pour sortir. Donc ça fait ça en fait. Ça fait comme une fontaine qui va jaillir, et cette fontaine va jaillir, et dans un second temps, en fait, avec une pluie extrême qui va descendre. C'est comme les écluses du ciel qui vont s'ouvrir. Donc souvent, on pense au déluge, aux 40 jours et une nuit de pluie, mais il faut comprendre que c'est d'abord la fontaine, les eaux souterraines qui vont jaillir dans l'atmosphère et ensuite redescendre pour une partie sous forme de pluie extrême, qui s'appelle Geshem, la pluie extrême en hébreu. Et donc imaginez, ça va durer un certain temps, ça sort, au début c'est très étroit. Sur les côtés, en fait, ces plaques de granit, eh bien, elles vont, par leur poids, aller vers le bas, et à chaque fois, ça fera un peu comme des coups de butoir en dessous, avec l'eau sous pression, qui va continuer à jaillir. Et en même temps, eh bien, les falaises ici, qui sont relativement hautes, eh bien, vont aussi s'effondrer, parce que au-dessus de 7 km, la roche elle-même ne peut pas tenir, ce qui fait qu'on ne voit pas de falaise de plus de 7 km de hauteur actuellement. En dessous, en quelque sorte, la pierre n'est pas suffisante, et donc ça s'effondre pour tenir. Et en plus, il y a une érosion de la pierre, et donc ça va donner en quelque sorte une érosion avec comme des grains de sable qui vont sortir, contenant surtout du granit, mais aussi du basalte qui se trouve en dessous. Et tout ça, ça sort. Et donc il va y avoir une sortie prolongée d'eau souterraine avec érosion des hydroplaques. Alors le terme hydroplaque, c'est tout simplement les plaques tectoniques, en quelque sorte. Les plaques ici de granit, elles ont en dessous une couche d'eau, d'où le terme de hydroplaque. Voilà, c'est tout simplement ça qui a donné le nom. Qu'est-ce que dit la Bible
elle parle d'une pluie violente pendant 40 jours qui s'arrête ensuite. Eh bien, vous voyez en fait la montée ici des eaux, donc ça monte progressivement, eh bien, va finir par empêcher la projection aérienne des eaux souterraines. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus une projection en haut, la pluie va finir par s'arrêter. Ça dure quand même 40 jours. Mais si on fait bien attention, eh bien, il est dit que les eaux montèrent jusqu'au 150e jour et couvrirent les montagnes, comme on le voit ici maintenant sur cette figure. Mais là, la pluie ne tombe plus. Par contre, ça continue à sortir pendant 150 jours. Et pendant ces 150 jours, tant que ça sort, eh bien, ici, les bords vont s'effondrer, s'éroder et donc s'élargir de plus en plus. Donc, cette partie centrale va être de plus en plus élargie. Maintenant, ce qui sort, imaginez, c'est comme une eau boueuse avec beaucoup de grains. Et puis, le fait qu'il y ait des mouvements, ça continue à former des grains de sable, si on peut dire. Alors, il y a des plus gros, des plus petits. Et donc, au-dessus, vous voyez, il n'y a que de l'eau. Et cette eau, eh bien, va recouvrir l'ensemble de la surface. Donc, il n'y a plus vraiment de frein à ce qui est des vagues, des grandes vagues. Ici, sur Terre, les vagues, elles peuvent être coupées, à un moment donné, elles sont freinées, et puis ça... Tandis que là, en surface, eh bien, on peut avoir un phénomène avec des vagues qui sont relativement grandes. Et il y a un phénomène qui est très bien connu, qui consiste à, sous l'eau, sous les vagues, eh bien, dans le sable. Vous savez, quand vous êtes sur le bord d'une plage, eh bien, quand vous regardez avec un masque sous l'eau, eh bien, là où il y a le haut de la vague, où il y a plus d'eau, eh bien, il y a de l'eau qui va rentrer dans le sable. Et là où il y a le creux de la vague, si vous faites bien attention avec le masque, eh bien, vous voyez en fait du sable qui remonte, en quelque sorte. Eh bien, ici, comme il y a moins de poids d'eau au-dessus, l'eau, elle ressort. Et puis à la vague suivante, eh bien, ça rentre à nouveau, et puis ça ressort. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de cycles où l'eau rentre et sort, rentre et sort. Et quand elle sort à une certaine vitesse, assez importante vers le haut, eh bien, c'est comme si, à l'inverse, les grains tombent dans l'eau. En fait, en réalité, c'est un flux d'eau qui va vers le haut, mais les grains qui sont là-dedans, c'est comme s'ils étaient en chute dans cette eau. Et les grains qui sont les plus petits, les plus lourds, vont aller vers le bas, et les grains qui sont un peu plus larges et moins lourds vont aller un peu plus vers le haut. Donc il va y avoir un tri du sable en fonction de la nature des grains de sable. Et ce qui fait que tout ça, ça se fait en un seul temps. Avec, je vous répète, il y a eu plus de 150 jours où il y a eu de l'eau, et avec la possibilité de trier les grains de sable. Ici, vous avez un exemple où vous avez, avec l'effet de la mer, eh bien, voilà, toutes des petites couches de sable qui sont en strates, en quelque sorte, des petites couches. Ça, c'est à faible échelle. Là, ici, vous avez un exemple où on voit ces différentes couches avec des qualités différentes. Donc, on peut très bien imaginer des grains de sable qui vont être triés par nature et finalement avoir des strates bien parallèles les unes par rapport aux autres. Là, ici, par exemple, c'est au niveau des falaises d'Étretat. On voit bien toutes ces strates parallèles les unes aux autres. Et donc, on voit que ce sont des sédiments, c'est-à-dire ce sont des grains de sable qui ont, en quelque sorte, qui se sont formés, qui se sont déposés dans le fond, et puis après, qui ont été triés par l'eau. Donc, il y a des points de détail qui est important de comprendre. Par exemple, ici, quand on regarde bien là, eh bien, c'est très parallèle, toutes ces strates, les unes aux autres. Et donc ça va tout à fait contre le fait d'avoir des dépôts qui s'accumulent sur des milliers d'années, sur des millions d'années, parce qu'en fait, il y aurait des érosions de surface, il y aurait la pluie, il y aurait différents phénomènes, ce qui fait que les couches ne seraient pas horizontales, comme on le voit très bien ici. Donc ça, c'est un des arguments, il y en a plein d'autres, qui sont en faveur du fait que ça s'est trié en un seul temps, et non pas sur des périodes très prolongées. Donc là, par exemple, on a à la falaise, au bas de la falaise d'Étretat, eh bien, des strates de calcaire et de silex, par exemple. Ici, vous reconnaissez le Grand Canyon du Colorado. Eh bien, on a toutes ces strates qui ont été triées. En fait, là où on est, c'est un plateau. Après le Colorado, il y a eu
en quelque sorte une quantité importante d'eau qui a pu creuser ces canyons et ce qui a découvert eh bien, cet aspect en strates. Et donc là, vous voyez différents plateaux, un plateau qui est relativement plat et on a cette étendue de strates sur des milliers de kilomètres carrés. Et au niveau mondial, eh bien, cette étendue, c'est environ 60% de la Terre qui est émergée, qui est comment, avec des roches dites sédimentaires, où on a des petits grains, ensuite ça s'est durci, mais qu'on voit ici. Donc c'est représenté en jaune. Donc c'est un phénomène mondial. Et aujourd'hui, comment on a des sédiments? Eh bien, les sédiments qu'on a aujourd'hui sont des phénomènes qui sont localisés. Par exemple, on a des alluvions au niveau des montagnes avec l'effet de la pluie, et donc ça va ici provoquer des dépôts. Alors, c'est relativement grand. Quand vous voyez ici, vous faites bien attention, ça c'est une route, d'accord? Les voitures qui passent là. Donc c'est assez grand, mais à l'échelle de la Terre, c'est très localisé. Ici, vous avez des dépôts qui vont être charriés en quelque sorte par la rivière, et après, dans le delta de la rivière, vont ici se déposer dans le delta. Mais ça reste des phénomènes locaux. Tandis que, je reviens en arrière, on a ici des plaines entières, des strates très horizontales, sur des milliers de kilomètres carrés. Et donc, d'où viennent tous ces grains? Qu'est-ce qui était au-dessus? Et ça, on a du mal à l'expliquer. Par contre, si avec l'inondation mondiale, eh bien, il y a toute une épaisseur importante et qui a été triée en un seul temps, là, ça s'explique très bien. Donc, on va parler des fossiles. Là, je vous ai parlé des strates. Eh bien, dans les strates, il y a des restes d'animaux qui ont été fossilisés. Et donc, ici, vous voyez la façon dont on voit les fossiles, c'est-à-dire que c'est un animal, là ici c'est un dinosaure, qui va mourir à la surface et ensuite se dégrader, et ensuite les couches vont, avec l'effet du temps, progressivement, eh bien, s'accumuler au-dessus, et donc l'animal va devenir enterré progressivement avec l'effet du temps, et finalement être fossilisé avec simplement le squelette qui reste. Ça, c'est la vue actuelle partagée par les scientifiques sur le processus de fossilisation. Alors maintenant, on va étudier les fossiles. Comment ils sont, ces fossiles, pour avoir des arguments qui vont être intéressants. Là, vous avez des animaux enfouis. Là, par exemple, vous avez une étoile de mer, une belle étoile de mer, qu'on retrouve en Allemagne. Ici, vous avez un lapin qui a été fossilisé. Et quand on regarde bien, en fait, il s'agit d'animaux qui ont été enfouis et ensuite aplatis. Ce lapin, ici, a été aplati, par exemple, il fait 20 cm sur 15 et sur 5 cm d'épaisseur. Donc, il a été, en quelque sorte, ratatiné. Il a été aplati. Et puis là, on voit encore le bord de là où il y avait la peau. Donc, il y a bien sûr le squelette, mais sur celui-là, on voit encore la trace de là où il y avait le contour. Donc, quand il a été ratatiné en tant que fossile, il y avait encore la partie charnue qui ensuite s'est décomposée, puis qui est partie. Mais on l'avait encore. Ici, par exemple, vous avez un crustacé. Là, ici, vous avez un batracien, et qui est relativement bien conservé. Encore des parties charnues qui ont été conservées. Alors, je reviens sur le phénomène d'eau qui pénètre. Eh bien, avec le déluge, il y a les animaux qui ont été enfouis, qui ont été emmenés, des animaux terrestres, des poissons aussi, parce que c'était un cataclysme dans l'eau aussi, et finalement qui se retrouvent enfouis de façon rapide, ce qui fait qu'il n'y a pas le temps de dégradation. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez ici, je vous donne un petit détail cette fois-ci, c'est que quand l'eau elle remonte en sortant, eh bien, il y a des couches de grains qui vont offrir une résistance un peu plus importante
par rapport en dessous, ce qui fait qu'il va y avoir comme des couches d'eau qui se déplacent. Et ces couches d'eau, eh bien c'est là où plus particulièrement des animaux vont être comme coincés, rassemblés. Et puis lorsque le toit de cette couche d'eau eh bien, descend à un moment donné, pour revenir comme ici, eh bien en quelque sorte l'animal se trouve écrasé. D'accord ? Donc ça c'est des phénomènes qui se répètent, mais à certains endroits, eh bien, les animaux qui sont plus dans ces lentilles d'eau vont être en quelque sorte emprisonnés, et puis à un moment donné, vont avoir le toit qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, jusqu'à la fin où ça descend et ça reste vraiment aplati. Et on trouve les animaux aplatis. Là, par exemple, on voit un ichthyosaure. C'est un dinosaure marin qui est en forme de dauphin. Et on voit de façon remarquable, là, il est sur toute sa longueur, il est aplati, et puis on voit bien la silhouette. Donc là, il ne reste que la partie osseuse. Mais on voit bien la silhouette, qui est remarquable ici, bien, qui a été conservée. C'est-à-dire que l'animal était entier lorsqu'il a été écrasé. D'accord ? Avec l'effet de temps, la partie charnue est partie, et il reste la partie osseuse, fossilisée. Après, il y a d'autres êtres vivants, par exemple ici des plantes. Là, ce sont des lys des mers. Eh bien, ça, c'est tel que ça a été trouvé. Donc, ça a été mis sur un mur, mais c'était à plat sur toute une largeur. Donc là, c'est dans un musée en Allemagne, où ces lys des mers, eh bien, on voit ici, ils ont été remis sur le mur, mais ils ont été aplatis, conservés, alors qu'il s'agit de végétaux. Les végétaux, ça se dégrade facilement. Ici, vous voyez, quel est le devenir de végétaux sur la Terre ? Eh bien, ils se dégradent. Donc, on n'est pas dans le schéma où on a des végétaux qui vont être enfouis, et on a l'effet du temps qui va permettre d'avoir des sédiments au-dessus s'accumuler, et garder des végétaux en très bon état. Non, les végétaux vont s'altérer très rapidement. Pour les animaux, c'est pareil. Sur la Terre, les animaux se font manger par des prédateurs et autres, les animaux morts, des vautours et autres. Donc les animaux, ils ne restent pas avec toute leur chair. Même dans la mer, ici vous avez une baleine qui se fait manger, et donc en plusieurs semaines, la partie charnue va finir, va finir par être décomposée, va être mangée. Et puis après, c'est même les os, au bout de plusieurs années, jusqu'à une centaine d'années, vont finir par disparaître aussi. Et donc, ça, c'est ce qui se passe pour les animaux morts. Donc maintenant, le processus de fossilisation, on ne l'a pas pour expliquer. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les dinosaures, il n'y a pas de situation qui se retrouve comme celle-là, sauf un animal qui tombe dans un trou et qui est recouvert, là d'accord. Mais sinon, il est dégradé en surface, avant même qu'il y ait le temps d'avoir des sédiments qui le recouvrent sur des centaines d'années. Et donc voilà, ici vous voyez en bon état cet animal. Je vais vous montrer d'autres animaux en bon état et écrasés, comme là ici, il s'agit d'une jument avec son fœtus. Alors ça c'est dans le massif du Coiron en Ardèche. Et vous voyez bien cet aspect écrasé, donc raplati, où on a tout l'animal sur une épaisseur qui est réduite. Alors c'est pas tout, il y a l'aspect brutal d'enfouissement. Ici il s'agit d'un poisson, je ne sais pas si on voit assez bien, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il avale un autre poisson, il avale une proie. Et donc on voit, c'est pas un animal mort, c'est comme un animal vivant qui a été surpris, qui a été enfoui. Et donc ici, vous l'avez sous une forme dessinée pour voir à quoi ça correspond. Mais on voit bien déjà l'aspect réel. L'autre ici, vous avez un poisson qui a cette fois-ci bien avalé l'autre poisson, le glas. D'accord ? Là, l'autre poisson. Et donc ce poisson n'a pas eu le temps d'être digéré. Il a été avalé. Et puis donc là encore, ça va dans le sens d'un enfouissement rapide. Après, enfouissement en bon état. Il y a des êtres qui sont très fragiles, par exemple la libellule. Vous voyez, les ailes de libellule, c'est très fragile. Et bien ici, vous avez une libellule qui a été fossilisée
de façon très bien, en très bon état. Là, on a la même chose pour une fougère. Donc ici, vous avez la fougère qui est fossilisée, et puis là, vous avez quelqu'un qui penche une fougère comme pour le fossile. Mais là, une fougère, c'est très fragile, hein. Et donc, d'un si bon état, ça va dans le sens d'un enfouissement rapide. Quand on regarde ici, il s'agit d'un fossile dit polystrate, parce que c'est sur plusieurs strates. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a une petite marque de là à là, ça correspond à 1 mètre d'auteur. Donc il s'agit là, en fait, d'un arbre avec le tronc, avec au total environ une dizaine de mètres. Vous avez les branches, et au bout des branches, eh bien, on voit encore les feuilles. Là. Donc ce qui veut dire que les strates se sont accumulées tout autour. Là, pour le coup, l'arbre a tenu droit, ça devait être dans un endroit un peu protégé, mais les strates qui ont été dedans se sont accumulées. Tout ça, ça s'est fait en même temps, avec eh bien, encore des feuilles qui sont sur l'arbre. Maintenant, on va parler d'un autre point. Alors, on va faire la diapo. Bon, c'est Scrap qui fait encore des siennes. On va parler de la dérive des continents. Donc là, c'est représenté de façon un peu rigolote, quoi. Et ça reprend certains points de la façon dont on pense actuellement la dérive des continents. En tout cas, de façon certaine, il y a une dérive des continents, ça c'est indéniable. Alors pour ce qui est de cette dérive des continents, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que là, en fait, ce qui est montré, c'est que c'est les continents qui se séparent de leur surface les uns des autres. Et là, vous voyez un petit peu ces girafes, eh ben, en surface, elles sont séparées des uns des autres. Et c'est là on va voir que sur ce point-là, eh bien, il y a des points qui ne vont pas avec ce scénario. On va aller un petit peu plus loin. Pour qu'il y ait une dérive des continents, il faut beaucoup d'énergie pour que cette dérive ait lieu et avec une certaine possibilité de glissement, de dérive. Alors on va revenir sur l'état. Donc tout à l'heure, on en était à cet état-là de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui sort, il y a un élargissement de la partie où l'eau est sortie. Donc là, imaginez, il s'agit d'eau boueuse avec des grains de sable, mais beaucoup moins lourd que la couche de granit de chaque côté. Donc c'est représenté ici par des briques, et au milieu, il y a un espace qui est beaucoup moins lourd. Et en dessous, vous avez la couche de basalte, représentée ici par le ressort. Et à un moment donné, quand les briques s'écartent, alors qu'il y a une pression importante en dessous, eh bien ça va faire sortir la partie de basalte avec des grandes cassures, des fractures, des rifts au niveau de ce qu'on va appeler ici la dorsale. Donc au niveau de la mer, notamment au niveau des océans, eh bien, on a des dorsales qui se forment. Et donc ici, comprenez que la partie centrale étant élargie, avec moins de poids au-dessus, eh bien, la pression dessous va faire sortir. Et en sortant, ça va se bomber, et là, ça va se craqueler en quelque sorte, mais avec des méga fractures, des méga fissures. Et donc, ça conduit à la formation des dorsales. Et notamment ici, d'après le scénario qui est mis en avant, ça commence au niveau des dorsales atlantiques. C'est là où il y a la rupture qui a commencé, et ensuite, ces dorsales atlantiques qui sortent et qui commencent à se lever. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors, si on considère maintenant la complémentarité des continents, eh bien, on va voir cet aspect. Donc ici, vous avez un continent qui se retrouve ici. Donc vous avez l'Amérique du Nord ici. Après, il y a une continuité avec l'Amérique centrale et une continuité avec l'Amérique du Sud. Et là, vous avez de l'autre côté pour l'Afrique. Alors quand vous regardez bien, par exemple, on le voit bien sur le bord de l'Afrique,
on a comme une pente continentale. Donc ici, vous avez ici la plage. Donc là, vous avez un plateau continental qui descend de 200 mètres, pas beaucoup. Et ensuite, vous avez comme une falaise, une pente dite continentale qui va jusqu'au fond, jusqu'à environ 4 km approximativement. Donc il y a approximativement 4 km d'auteur, avec vraiment ces falaises. Et donc on le comprend bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les falaises ont été érodées de chaque côté, elles se sont effondrées, et donc ça fait un abrupt de chaque côté. Et ça ensuite, ça s'est écarté. Et donc c'est ce qu'on voit très bien ici sur le bord par exemple de l'Afrique, on le voit bien ici sur le bord de l'Amérique, donc ces falaises. Maintenant, concernant l'ajustement des continents. Donc ça, vous avez tous vu la notion de Pangée, c'est dans le sens où il y a une terre, d'ailleurs c'est biblique, il y a une terre qui est apparue, puis la mer autour. Donc il y a cette notion d'une Pangée qui avait très probablement, mais la forme de la Pangée, ici, est représentée avec les continents que nous connaissons actuellement, qui sont ajustés les uns par rapport aux autres, bord à bord. Alors quand même, ici, il a fallu enlever une partie de l'Amérique centrale pour pouvoir faire ça. Mais quand on considère que les Amériques sont en fait un seul continent, eh bien, et qu'on mette l'Amérique du Sud contre l'Afrique, et là ça colle bien, eh bien au-dessus ça colle plus. En fait, il y a un espace. Maintenant, si on considère les dorsales océaniques, la dorsale atlantique, eh bien, il y a un très beau découpage complémentaire des continents par rapport à la dorsale atlantique ici, donc au pied de la dorsale. Et ça va très bien. Donc imaginez, il y avait eh bien, érosion, ça sort, et donc on a toute une partie qui a été érodée, qui a été projetée, et donc il y a un manque de granit à cet endroit-là, et le basalte qui est en dessous, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, va finir par sortir, former une dorsale. Donc ça correspondrait à ça en fait. Ça c'est l'état initial, et ensuite, eh bien, il y aura un glissement, la dérive des continents, de façon relativement rapide, puisque la dorsale qui est au milieu, eh bien, va s'élever. Il va y avoir eh bien, les bords des continents qui vont se retrouver élevés. Il y a encore de l'eau en dessous, donc c'est une surface de glissement qui permet au continent de glisser de chaque côté. Et lorsque ça glisse, eh bien, la partie centrale de la dorsale océanique va continuer à s'élever. Et en s'élevant encore, eh bien, ça va accélérer encore le mouvement de dérive. Imaginez un petit peu comme un train avec des wagons, et puis vous soulevez la partie finale des rails au niveau des derniers wagons, et bien l'ensemble du train va finir par se dériver, parce que ça glisse bien sur les rails, comme là ça glisse sur l'eau. Donc dérive des continents. Et après, à un moment donné, il va y avoir des obstacles, parce que la Terre est ronde, à un moment donné, il va y avoir des obstacles. Et qu'est-ce qui se passe pendant les obstacles? Eh bien, Jamy va nous expliquer un peu. Alors, quand deux plaques continentales se rencontrent, elles finissent par se dresser l'une contre l'autre. Voilà. En fait, à un moment donné, eh bien, il va y avoir dérive des continents. Et s'il y a un obstacle qui est rencontré, eh bien, c'est là où les formations de montagnes élevées vont avoir lieu. Alors, imaginez bien les Amériques qui dérivent vers l'ouest, et puis l'Europe, l'Afrique qui dérive vers l'est. Eh bien, ici, vous avez, quand vous regardez bien les Amériques, et on voit ici, par exemple, avec l'Amérique du Sud, là, c'est un peu plus agrandi. Imaginez un tapis poussé contre un mur. Eh bien, du côté du mur, le tapis va se plisser en accordéon et avoir du volume. Donc, c'est un petit peu ce phénomène qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il y a une pression horizontale qui amène un plissement de type accordéon. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire du côté où il y a eu l'obstacle, c'est-à-dire à l'ouest, eh bien, c'est là
tout du long du bord de l'Amérique du Sud, il va y avoir ces montagnes qui vont se former. Quand on regarde l'Amérique du Nord, même chose. On va avoir du côté de l'ouest, ici, eh bien, ces montagnes qui vont se former. Et en dessous, en fait, il y a une dorsale qui passe là en dessous et qui est l'obstacle qui fait que ça a dû s'arrêter. Et quand on regarde bien des montagnes, ici vous voyez, ça c'est en Colombie-Britannique, au Canada. Vous voyez comment ces montagnes ici sont plissées. Donc vous imaginez bien toutes les strates. Ensuite ces strates ont été plissées. Mais quand vous avez une roche et que vous appuyez dessus en accordéon, la roche, quand elle est dure, elle va se broyer. Elle ne va pas plisser. Après, on évoque l'effet lent du temps pour finalement avoir un plissement, là où en fait une roche se broie, se casse et ne se plisse pas. Ce qui va très bien, en fait, c'est qu'il s'agissait d'une partie un peu comme une pâte à modeler, de façon caricaturale, avec des strates, qui, lors du phénomène de compression en accordéon, s'est plissé, ensuite a sorti de l'eau, donc l'eau, à un moment donné, va descendre vers les parties les plus basses des océans, et donc, à l'air libre, eh bien, ces montagnes vont se durcir dans cette position plissée. Mais avoir ça actuellement, même avec l'effet du temps, physiquement, une roche va casser, mais elle ne va pas plier. Ici, à plus petite échelle, vous avez ce qu'on appelle dans le Jura, à Septmoncel, ce qu'on appelle le chapeau de gendarme. En fait, c'est un calcaire qui est plissé. Et le calcaire est très friable. Vous avez déjà vu du calcaire. Vous venez là, à la main, vous pouvez enlever des morceaux à la main. C'est tellement friable. Donc, avec le calcaire, on comprend encore mieux cette notion de plissement lorsque c'est encore très meuble. Facilement, on peut plier facilement. Et c'est le cas du calcaire. Donc, une fois que c'est durci, c'est très fiable. Il n'est pas question, enfin, on n'imagine pas qu'il y ait ce plissement d'un calcaire après qu'il soit aussi friable et durci. Après les phénomènes, là on est en Chine, dans la province du Gansu, eh bien les strates sont de nature différente, avec des colorations différentes, toutes parallèles, et puis c'est l'ensemble qui a été incliné. Donc ici incliné, ici aussi. C'est très joli d'ailleurs. Ici vous avez une route, un petit pont. Alors, vous avez reconnu la montagne là? C'est la plus haute montagne du monde. C'est l'Everest. Et au sommet de l'Everest, il y a une couche sédimentaire de calcaire qui contient des fossiles marins, et qui est au-dessus de 8600 mètres, là, toute cette couche jaune, là. Eh bien, ça, c'est une couche sédimentaire de calcaire. Donc, c'est quand même quelque chose de remarquable. C'est que, en fait, il n'y a pas eu de la mer à 8800 mètres d'auteur. Et il faut comprendre que c'était des couches sédimentaires avant, et ensuite, il y a eu un phénomène de poussée importante pour lever le mont Everest. Et ici, d'ailleurs, vous avez l'Himalaya, qui est la chaîne la plus massive, la plus haute dans son ensemble du monde, et qui s'est formée à ce moment-là. Ce qui fait que, se formant à ce moment-là, eh bien, imaginez, la Terre est ronde. La Terre étant ronde, il y a une nouvelle redistribution des masses, et des endroits où il y a des masses qui sont très importantes, comme par exemple ici l'Himalaya, ce qui fait que ça va provoquer eh bien, un basculement, une rotation de la Terre sur elle-même, qui est une boule. Ici, c'est un petit peu le principe du culbuto. Donc, la Terre, c'est une boule, hein, mais vous voyez un petit peu le principe, c'est que en fonction de la masse qui se redistribue, surtout que la Terre, elle tourne, et en tournant,
eh bien, il y a un effet qui va amener la force vers l'équateur. Et donc, il y a des régions froides qui, finalement, lorsqu'il y a une bascule de la Terre, eh bien, vont changer de position. Et à l'inverse, des régions tempérées, qui vont se retrouver au pôle Nord, par exemple, et devenir des régions froides. Donc voilà le principe. Là, par exemple, vous imaginez le mont Himalaya, la chaîne de l'Himalaya qui se forme, ça fait une masse importante, donc qui se retrouve là, par exemple, et puis, eh bien, en tournant, ça aurait une tendance à faire incliner la Terre dans ce sens-là. Donc ici, ça viendrait là sur ce modèle, s'il n'y avait qu'une seule masse, ça viendrait à l'équateur, au nouvel équateur. En réalité, l'équateur est un peu plus large, ce qui fait que ça dérive tout doucement, avec d'autres phénomènes que je ne développe pas ici. Mais toujours est-il qu'il y a ce principe, distribution des masses, la Terre elle tourne, et bien sur elle-même, elle va basculer. Ce qui explique que des régions qui étaient tempérées, avec beaucoup d'arbres, des animaux, se retrouvent au pôle Nord. Et par exemple, ici vous avez en Sibérie des restes de grands arbres. Il y a d'anciennes, et comme on peut voir ici sur le bord d'une rivière, tous ces troncs importants. Un endroit où maintenant il n'y a plus de végétation. Et ça, c'est le reflet qu'il y avait eu de la végétation de façon importante, et ça c'est en surface. Alors, en profondeur, il y a aussi, par exemple en Arctique, du pétrole. Donc là, il y a beaucoup de masse biologique qui a été compressée et qui se trouve à donner du pétrole. Dans l'Antarctique, c'est du charbon. Mais donc, ça montre que c'était des régions qui étaient luxuriantes auparavant, parce qu'il y a beaucoup de charbon, de pétrole, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de végétaux. Alors, pas que des végétaux, il y a aussi des animaux qui se retrouvaient tout d'un coup, eh bien, ou des hommes, pris au froid. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit là sur l'animation. C'est tout d'un coup, eh bien, des endroits où c'était tempéré, ça devient très froid. Alors, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé au début, avec la fontaine d'eau. Et donc, c'était tellement un peu comme un bouchon de champagne. Ça propulse. Il y a même des roches qui partent cribler la Lune, etc. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Vous avez de l'eau qui va être une grande partie qui va redescendre sous le puits extrême, c'est ce qui est en premier lieu. Et puis aussi de l'eau qui va se retrouver, de l'eau boueuse, qui va se retrouver plus à la partie très supérieure de l'atmosphère, à plusieurs centaines de kilomètres, au-dessus de l'atmosphère même. Et donc des régions qui sont très très froides. Et puis ensuite, ça prend un peu de temps, quelques heures plus tard, ça redescend. Et puis là, ça redescend en quelque sorte sous forme de chute violente, de grêle, mais des grêles très importantes. Et là, eh bien, ça va surprendre en quelque sorte ce qui saisir en quelque sorte des animaux qui sont en surface. Et là où ça reste froid, c'est-à-dire au niveau du pôle Nord ou au pôle Sud, et on a surtout étudié le pôle Nord, eh bien, les choses sont restées ensuite très froides. Et c'est là où on découvre eh bien, des animaux. Là, par exemple, vous avez une carte, et tous les petits points rouges, ça correspond eh bien, à l'endroit où on a trouvé des mammouths. Alors, ce sont là des restes charnus de mammouths. Donc, c'est des sites où il y a encore la chair. Et d'ailleurs, quand c'est en surface, que la surface commence à descendre, eh bien, c'est des animaux qui sont des mammouths qui peuvent encore être mangés, parce que c'est une chair entre guillemets de bonne qualité. Et la partie qui émerge, qui est en surface, eh bien, se fait manger par des prédateurs. Vous avez d'autres animaux qui ont été trouvés. Ici, vous avez des points jaunes qui représentent des sites de découverte de restes charnus de rhinocéros. Donc, il y a des rhinocéros qui étaient là. Et donc, il s'agit d'animaux qui vivent dans des milieux tempérés, voire chauds. Alors, les mammouths, ce sont des éléphants. Ils sont certes velus. Donc, on peut imaginer des régions tempérées, mais quand même pas froides comme la Sibérie. Donc, l'âge de glace où on voit un mammouth
qui est sur la glace, ça c'est pas possible, c'est physiologiquement pas possible. C'est-à-dire qu'un mammouth, un gros éléphant, ils font partie de la même famille génétique, eh bien, boivent beaucoup d'eau, ils mangent beaucoup de végétaux, et donc, s'ils ne le trouvent pas, ils ne peuvent pas vivre en Sibérie actuellement. Mais par contre, ils étaient dans une région tempérée auparavant. Alors, je vais vous parler d'un mammouth, un exemple, d'un mammouth congelé qui est exposé au musée zoologique de Saint-Pétersbourg, en Russie. Et il est dans la position qu'il a été trouvé près d'une rivière en Sibérie, juste à l'intérieur du cercle polaire. Donc ça a été trouvé en 1901, donc c'est ancien. Et il est dans une position debout déformée. Il y a les pattes arrière qui sont tendues et puis qui sont quasiment à l'horizontale ici. Donc il a été comme écrasé en quelque sorte. Et les pattes avant qui sont élevées et puis écartées. Et le tronc, ici, une partie de la tête a été reconstituée parce qu'il avait été mangé par des prédateurs, parce qu'il avait été trouvé en surface. Par contre, dans la bouche, eh bien, il a été relevé qu'il y avait dedans de l'herbe. C'était rempli d'herbe qui avait été coupée, mais pas mâchée ni avalée. Ils ont trouvé aussi des haricots. Donc l'animal, en fait, était vivant. Il avait encore de l'herbe dans la bouche quand il a été saisi. En plus, il y avait 10 kilos de végétaux qui ont été trouvés qui n'étaient pas digérés, qui étaient trouvés dans le système digestif, dans l'estomac, alors que la digestion se fait en moins d'1 heure normalement. Il faut vraiment qu'il y ait un refroidissement très important, et il faut que ce refroidissement soit intense. Il faut bien comprendre, parce qu'imaginez la masse du mammouth, son système digestif est en quelque sorte protégé, il est au chaud. Donc s'il fait un peu froid, un peu plus froid, ben, l'herbe va être digérée, les aliments vont être digérés. Et là, ils n'étaient pas digérés. Donc ça impose d'être en quelque sorte saisi par un froid intense. Et c'est là où les chutes de grêle, d'une grêle très froide, eh bien, permet de saisir des animaux tels qu'ils étaient dans leur position. Ici, je vous donne un petit détail. Vous voyez le manche d'une pelle, et juste derrière, en fait, c'est le pénis de l'animal qui était en érection. Et il était en plus aplati, alors que normalement c'est une forme ronde, et ça va dans le sens, en fait, où il a été en quelque sorte écrasé de façon violente, tout en étant en action, si je peux dire. Et c'est pas lié à une asphyxie, comme on peut des fois avoir le phénomène chez certains animaux. Donc ici, on est chez un animal qui a été en quelque sorte saisi alors qu'il était bien vivant. Et donc, imaginez la retombée de grêle très froide. Par ailleurs, on a découvert des os aussi, par exemple des défenses. Il y a plus de 500 000 tonnes qui est estimé, d'après toutes les découvertes qui ont déjà été faites, de défenses de mammouths dans la région arctique. Donc ça correspond vraiment à beaucoup d'eau. Par ailleurs, on a aussi découvert dans la région arctique d'autres animaux. Et on a découvert notamment un lapin. On a trouvé des écureuils, un bison, un cheval et des restes charnus. Aussi des campagnols, un lynx, différents animaux comme ça. Donc il y a bien sûr les références que je peux vous donner. Mais voilà, donc ça va dans le sens où c'était une région tempérée qui s'est retrouvée au niveau polaire. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? 150e jour, un vent passe sur la terre, les eaux commencent à baisser, l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Et donc, lors de la formation des hautes montagnes, eh bien là, il y a des déplacements d'air qui peuvent causer tout à fait un grand vent. Et la Terre, à ce moment-là, elle va commencer à basculer. Regardez le psaume 104, comment il raconte les faits. Les eaux se tenaient sur les montagnes, inondation mondiale. Elles fuyaient devant ta menace. Elles se précipitaient à la voix de ton tonnerre. Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi.
tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Donc avec le scénario que je vous ai donné, ça va vraiment bien avec ce qui est décrit ici, Psaume 104, imaginez. Donc les montagnes qui se sont formées, ensuite il y a des endroits plus bas qui correspondent aux océans, et à ce moment-là, eh bien, il y a l'eau des parties hautes qui va descendre vers les parties plus basses, au niveau des océans qui étaient plus bas que maintenant. Un petit détail que je vais vous donner, c'est que ici, vous avez en quelque sorte depuis les eaux souterraines eh bien, des craquelures avec de l'eau qui a pu monter, comme ici. Donc il y a des eaux piégées, et ça on en retrouve maintenant au niveau de base de certaines montagnes. On dit ah là il y a un espace qui va très bien avec de l'eau. Donc on découvre entre guillemets une structure qui pourrait correspondre à la nature de l'eau, même si on n'a pas été voir directement. Donc plus les découvertes avancent, plus ça conforte cette théorie des hydroplaques. Et par exemple, il y a eu des forages qui ont été faits en Russie, dans la péninsule de Kola, à 12 km de profondeur, en Bavière, en Allemagne, à 9 km de profondeur. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? De l'eau chaude, salée, 2 fois plus salée d'ailleurs que la salinité actuelle des océans. Et donc ça va très bien avec cette eau souterraine qui est encore trappée, qui est encore piégée par endroits, et qu'on peut retrouver dans certains forages. Il faut savoir une chose, c'est que l'eau ne peut pas s'infiltrer sous 8 km de roches, car le poids des roches qui les recouvre eh bien, ferme même les canaux d'écoulement microscopiques, c'est-à-dire que l'eau ne peut plus passer. Et donc il fallait que l'eau soit déjà en dessous. En tout cas, quand c'est en dessous de 8 km, il fallait qu'elle soit déjà là. On ne peut pas physiquement aller vers le bas. Et donc dans la parole, il est parlé le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et donc, ça sera avec plaisir que je vous donne la suite au prochain épisode. Je vais vous parler de ce qui se passe au niveau du Pacifique. Il y a pas mal de choses intéressantes aussi à voir, avec les fosses, la ceinture de feu, etc. De la radioactivité, ça c'est un point important, notamment pour l'âge de la Terre, parce que les éléments radioactifs, c'est un élément important de détermination de l'âge. Et là, c'est intéressant de connaître la radioactivité par rapport au phénomène du déluge. C'est relativement intéressant. Et je vous parlerai aussi qu'est-ce qu'il en est de l'arche de Noé, et puis d'autres points. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous désirez, bien, on peut faire une petite session questions-réponses. Et puis, si vous avez des questions. Alors, il y a une partie qui sera vue la prochaine fois. Et si vous désirez, vous avez des questions, aussi, disponibles. Est-ce qu'il y a un micro? Moi, je n'ai pas besoin de micro, c'est juste une question par rapport à la projection des roches, des granites qu'il y a eu dès le départ, et on voit qui ont été fortes et qui ont été très loin dans les cieux, et on suppose, enfin dans le ciel, pardon, et on suppose l'impact sur la Lune. C'est pour la prochaine fois ou Et donc la question c'est... l'impact de la Lune, oui. Oui, donc je vous en parlerai effectivement. Je pense que ça sera la 3e fois où je vous parlerai des cieux et de la Terre. Mais pour faire court, on a la même face de la Lune qui est face à la Terre. Et du côté de la Terre, eh bien, il y a des impacts très importants qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. En fait, la Lune est fortement impactée seulement du côté de la Terre, et ça va très bien avec des projectiles qui viennent de la Terre. Donc, je vous en parlerai plus tard. Tu as les dates, non? Alors, les dates des prochaines interventions, eh bien, c'est tous les mois de façon régulière. Et la prochaine fois, ça sera le 23 février, à la même heure, à 16h. Ensuite, le 29 mars. Non, pas 29 mars. 22 mars, 19 avril et puis 17 mai. En gros, c'est tous les mois.
ce sera annoncé à chaque fois, mais c'est une petite idée. Voilà, je vous remercie. Et puis, bonne soirée. Voilà, merci à